Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, magazine d'analyse d'actualité politique, économique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Avec un invité, nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et on en parle. L'actualité politique dans le pays reste dominée par les discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, vous le savez, s'est adressé à la nation. Que dire de ce que le chef de l'État a dit? Est-ce qu'il a signé le certificat de décès du mariage FCC Cash? On parlera de ça. On reviendra sur la prestation des serments de 3 juges organisés récemment ici à Kinshasa avec une absence remarquable, c'est l'absence des cadors du FCC. Et même ceux qui sont supposés plutôt ne pas être politiques n'étaient pas là. On parlera aussi de la situation économique dans le pays, cadrage macroéconomique, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Noël Tiani. Monsieur Tiani, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à CPL Télévision. Merci beaucoup. Plusieurs casquettes, je ne sais pas comment vous présenter. Professeur d'université, chef des partis politiques, économiste. Vous vous sentez à l'aise dans quoi? Vous êtes conférencier, vous êtes tout à la fois un peu, hein, quand même. Hein? Au fait, les gens me considèrent politicien, mais je ne suis pas politicien, je n'ai jamais fait de la politique. Je suis technocrate, je suis économiste, banquier international et surtout président de la force du changement et regroupement politique naissant qui amène des valeurs nouvelles à la table des discussions en République démocratique du Congo, qui met l'accent sur le développement économique et social donc, de notre pays. Noël Tiani, vous êtes venu dans mon émission, vous avez parlé, après il y a quand même une bonne salve d'écrits sur les réseaux sociaux qui ont circulé autour de vous. On dit qu'en réalité vous êtes un loup dans la peau d'un agneau, vous avez plein de dettes aux États-Unis, vous avez échoué, que dans votre famille c'est un échec. Vous dites quoi? C'est une campagne de calomnie où vous vous dites je suis un homme, je peux être faillible quelque part? Vous savez, lorsque les gens manquent à dire et ne peuvent pas nous attaquer sur le plan professionnel, parce qu'ils trouvent que soit ils sont trop bas par rapport à moi et on ne peut pas engager un débat d'idées sur des choses intéressantes qui concernent la République démocratique du Congo, ils descendent trop bas. Et moi, je n'ai pas envie de descendre aussi bas qu'ils sont. Je les laisse donc s'engloutir au fond de l'océan. Je reste au-dessus et je regarde en avant parce que ce qui intéresse le peuple congolais, c'est ce que nous pouvons faire pour sortir ce pays du sous-développement à faire un pays émergent qui pourrait profiter à tout le monde. Mais vous êtes un homme public, surtout que vous sollicitez aussi les mandats. Vous avez été candidat à président de la République. Ça nous intéresse de connaître un peu notre président, non? Vous ne pensez pas que c'est à juste titre que les gens doivent se poser des questions sur votre vie privée, sur votre passé, sur votre carrière? Et je peux vous dire une chose, que je suis l'un des rares Congolais financièrement assis, confortablement assis et qui ne doit pas un seul centime à qui que ce soit. Et je ne veux pas aller dans les détails parce que je ne veux pas m'attirer les demandes de tout le monde qui voudrait que je puisse lui donner de l'argent. Mais sachez que je ne dois pas un seul centime à qui que ce soit. Donc c'est un grand mensonge. Tout ce qui s'est raconté là, ce sont des futilités, ce sont des futilités. Moi, je suis le cas typique d'un Congolais qui a réussi. Vous savez quoi? Venez aux États-Unis, tous ceux qui sont passés par chez moi, ils réalisent que je vivais aussi bien que Donald Trump. Donc, je suis quelqu'un qui a réussi dans la vie, financièrement, sur le plan des études, sur le plan professionnel. Et je voudrais maintenant faire bénéficier mon pays de ce succès-là. Je suis quelqu'un qui peut aller dans n'importe quel pays aujourd'hui et je trouve des gens qui applaudissent, qui disent voilà quelqu'un qui est le symbole même du succès sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur tous les plans. On va pas s'éterniser là-dessus. Je voulais quand même qu'on puisse déblayer les terrains là-dessus parce que vous êtes quand même un homme public et surtout, comme je l'ai dit, que vous aspirez à diriger ce pays. C'est tout à fait normal qu'on s'inquiète et qu'on pose un peu de questions. Je reviens sur l'actualité. Je l'ai dit au départ, l'actualité politique dans le pays reste dominée par le discours de Félix Antoine Tshisekedi. On va entrer en profondeur, mais je voulais avoir une lecture globale. Quelle est votre interprétation, votre analyse, votre appréhension de ce que le président de la République a dit globalement? Je voudrais saluer d'abord le président de la République et saluer le courage qu'il a eu, qu'il a démontré à travers ce discours-là. Pourquoi? Parce que quand on est un homme d'État et qu'on a sur ses épaules 100 millions de Congolais qui attendent que vous puissiez agir pour qu'ils puissent retrouver le salut, il faut apprendre à se remettre en cause, à faire un diagnostic réaliste de la situation et adopter des solutions qui peuvent changer donc la donne, qui peuvent changer la situation. J'ai trouvé que le discours du président de la République, d'abord le discours était parfait. Il était sur le plan donc du style
parfait. Sur le plan de l'autorité, on a vu qu'il y a un président qui est en charge. Sur le plan du contenu, j'ai trouvé qu'il a dit tout et certaines personnes ont l'impression qu'il n'a rien dit alors qu'il a tout dit. Et les détracteurs qui attendaient à ce qu'il puisse les énerver, il ne les a pas énervés. Bien au contraire, il a rassemblé tout le peuple congolais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la diplomatie. Et il a prouvé que ce monsieur était en charge donc des relations extérieures de l'IDPS. C'est un diplomate fin. Il a dit à tout le monde ce qu'il pouvait attendre d'un président de la République, mais sans énerver qui que ce soit. Et il a mis fin à une coalition qui était devenue dangereuse pour notre pays, la coalition avec le FCC, en disant, au lieu de gérer de façon exclusive, en excluant une portion du peuple congolais, je voudrais rassembler maintenant tout le peuple congolais dans ce qu'il a appelé l'union sacrée de la nation, où il invite tout le monde, tout celui qui veut participer au développement économique et social donc, du pays, il l'invite. Maintenant, quitte à ceux qui sont des mauvais citoyens qui ne veulent pas que le Congo puisse se développer, de refuser de venir. Mais lui, il a tendu la main, il a rassemblé tout le monde. Donc, j'ai trouvé que ce discours était parfait. Je voudrais qu'on prenne quelques pans de ces discours, M. Noël Tiani, pour qu'on entre en profondeur. Certains ont estimé que c'est un président pleurnichard qu'on a vu. J'ai même lu certains caciques du FCC dire que c'est un bois copal. On attendait peut-être qu'on ait un président. On a eu un président qui s'est plaint. Il parle des divergences. Divergences notamment sur la paix et la sécurité, la CENI, l'organisation des élections, le portefeuille, la territoriale, la diplomatie, l'indépendance de la justice, l'état des droits. En clair, le président a tout simplement montré que c'est un président qui, pendant 2 ans, avait les mains liées. Le président, il a reconnu qu'il avait des mains liées. Et ça, je voudrais accepter. Mais je ne suis pas d'accord avec ce monsieur du FCC qui n'a pas vu que ce que le président était en train de faire, c'était un diagnostic de la situation réelle du pays. Il a bien constaté que sur le plan sécuritaire, on a des problèmes. Sur le plan des infrastructures, on a des problèmes. Sur le plan de l'éducation, de la santé, on a des problèmes. Un président plaintif, il a été élu non pas pour se plaindre, M. Tiani. C'est ça le problème. Non. C'est ce que les gens disent. Je voudrais que leur sache une chose. Nous avons un pays qui a 60 ans d'âge. Et ce président est là depuis 2 ans. Pour ceux qui ne savent pas, des problèmes structurels, on ne peut pas les résoudre en 1 an ou en 2 ans. Il a tenté de travailler avec les partenaires qu'il avait dans cette coalition appelée FCC Cash, et il fait le constat que l'action gouvernementale n'a pas répondu aux attentes du peuple congolais et que nous devons changer la donne. C'est ça le sens même réel d'un manager. Dans une société ou dans un pays, il faut être à mesure de faire un diagnostic et de voir si l'action qu'on est en train de mener est en train d'aboutir à des résultats qu'on a escomptés, qu'on attend ou pas. Et lui, il a fait le constat que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, pourquoi? Il ne va pas se lier les mains dans un accord qui lui dit « Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Avant de prendre une décision, il faut venir donc à Kingakati. » Il a dit « Tout ça, c'est terminé. Désormais, on va tout remettre sur la table. » Aucun accord ne va primer sur ses obligations constitutionnelles telles que définies par l'article 69 donc, de la Constitution. Il va maintenant associer tout le peuple congolais, il va consulter tout le monde, dégager une nouvelle ligne d'action gouvernementale et définir ensemble avec tout le monde comment il faut gérer donc, le pays. Monsieur Tiani, restons sur la phare des divergences. Au FCC, on dit effectivement que nous avons un président. Tantôt, il vous dit que bon, on a nommé un bourgmestre, je n'étais pas informé. Tantôt, il vous dit que je suis fatigué, ce n'est pas possible de faire 2 mandats. Et maintenant, il vous montre qu'il a été lié. On donne l'exemple de Kabila. Kabila a travaillé au 1+4. Il avait des belligérants, Rouberois, Jean-Pierre Bemba. Il ne s'est jamais plaint. Il a conduit. Est-ce que ce n'est pas l'incapacité du président lui-même à donner le ton qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ait un président qui se plaint et qui trouve un bouc émissaire qui est Kabila, qui est le FCC? Kabila ne s'est jamais plaint. Vous me faites rire. Mais quels sont les résultats qu'il nous a laissés? Il a quand même dirigé 1+4 où il n'y avait que des belligérants avec leurs armes. Il ne s'est pas plaint. Il nous a amenés aux élections. Il a géré ces gens-là pendant 3 ans. Ils disent qu'ils ne peuvent pas comprendre que lui, un président, en train de se plaindre comme il le fait. Je voudrais vous dire que Kabila faisait partie du problème. Il ne pouvait pas faire partie de la solution. 1+4, quand vous parlez donc des belligérants, il est l'un des belligérants. Donc ce pays-là a été mal conduit par des gens qui nous ont amené des armes. Kabila était dans les bagages de ceux qui ont amené des armes et qui ont tué des gens au passage. Vous connaissez le rapport Mapping? Le rapport Mapping, c'est ce rapport préparé par les Nations Unies en
entre 2000, je crois jusqu'en 2003-2006, on a remis ce rapport-là dans les mains propres donc, du président Kabila. Et on lui a dit qu'il y a eu des violations massives des droits humains. Il y a eu ce que j'appelle en anglais looting donc des ressources naturelles, c'est-à-dire prédation des ressources naturelles organisée par des gens qui étaient des belligérants. Et ce rapport a une annexe à la fin. Cette annexe-là donne les noms des gens qui étaient identifiés comme des pilleurs, comme des assassins, comme des criminels. Et devinez quoi? Le nom de Joseph Kabila se trouve dans cette annexe-là. Ok, donc cette personne-là ne peut pas être comparée à Félix Antoine Tshisekedi. Ce monsieur vient d'arriver, il a des mains propres, il n'a jamais tué qui que ce soit. Donc on ne peut pas le comparer avec Joseph Kabila. Maintenant, s'il ne parlait pas, c'est peut-être parce qu'il était coupable. Il connaît exactement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce qu'on appelait les fosses communes dans le Grand Kasaï, les fosses communes de Maluku et consorts. Donc ce n'est pas une référence pour nous. Ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on puisse regarder ce président de la République actuellement, le juger sur ce qu'il est en train donc de faire. Il a reconnu que la coalition avec le FCC et le CACH ne donne pas des résultats qu'on avait escomptés. Donc, ayant fait ce constat-là, en tant que responsable, il veut engager le Congo sur une autre voie, la voie du dialogue, la voie des consultations, pour qu'on mette ensemble ce qu'on appelle donc l'union sacrée pour pouvoir gérer le Congo différemment. Moi qui ai étudié donc le management à Harvard, mais dans de grandes écoles aussi, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas appropriation du programme de développement, c'est-à-dire s'il n'y a pas la participation de tous. On ne peut pas diviser le Congo et dire que ce Congo va être géré par les gens du FCC, dont on connaît les résultats de gestion parce qu'ils ont déjà géré pendant 18 ans, et ce Congo va être géré par ces gens du FCC, et on va y ajouter quelques éléments du cash et exclure le reste de la population. Je suis un exemple typique de cela. Nous avons été exclus de la gestion du pays pendant les 2 dernières années. Comment voulez-vous qu'un pays puisse donc réussir dans ces conditions-là? Ce sont les élections qui vous ont exclu, hein, M. Tiani. Non. Les élections, ceux qui sont au pouvoir, il y a un cadre. Hein. J'arrive. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Vous avez été candidat, vous avez échoué, vous n'avez pas de députés. C'est la loi, c'est le texte. Respectons la loi. Ok, mais ceux qui ont été élus, soi-disant qui sont au Parlement aujourd'hui, ils ont montré leurs limites parce qu'ils ne sont pas à mesure de répondre aux attentes du peuple congolais. Les défis identifiés par le président de la République dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'utilisation de nos mines, du développement économique, de l'industrialisation, tous ces défis-là restent entiers et le peuple congolais est totalement clochardisé aujourd'hui. On ne peut pas dire que ceux qui ont eu ce mandat populaire et qui n'ont pas eu la capacité donc de gérer doivent continuer continuellement, alors que les autres qui ont la capacité de pouvoir apporter leur pierre à la reconstruction donc du pays sont exclus. Je pense qu'il faut saluer ce courage-là du président de la République, qui reconnaît qu'on a échoué pendant les 2 dernières années et il voudrait maintenant ramener tout le monde dans l'équipe pour que le Congo soit géré de façon participative, collective, par tout le monde. Le président de la République a dit « Je vais entamer une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour avoir leurs opinions et créer une union sacrée de la nation. » Qu'est-ce que vous entendez, vous, par union sacrée? Ça veut dire quoi? Beaucoup ont dit que ça veut dire que le président a signé le certificat de décès de l'alliance FCC-CACH et il veut étendre le champ en intégrant d'autres personnes. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là? Ça signifie quoi, union sacrée, quand le président en parle? Ma compréhension, c'est que l'alliance FCC-CACH a montré ses limites et n'a pas permis une bonne gestion du pays pour répondre aux défis de développement du peuple congolais. Ayant échoué, cette coalition ne pouvait pas continuer. Et le président a utilisé une phrase qui décrit exactement cela. Il ne peut pas rester esclave, en quelque sorte, donc, d'un arrangement particulier. J'ai retrouvé la phrase, il dit « Je ne laisserai aucun engagement politique, de quelque nature que ce soit, primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt suprême du peuple congolais. » Exact. Quand on a une coalition et que cette coalition travaille pour répondre aux besoins du pays, le pays se développe normalement, on crée des emplois, on améliore les conditions de vie de la population, ainsi de suite. Bien sûr qu'il pouvait respecter cet engagement-là. Mais à la minute qu'il a constaté que l'engagement ne lui permet pas de pouvoir réaliser ses objectifs donc attendus du peuple congolais, il a dit, lui, il a à rendre compte au peuple. Il a des obligations constitutionnelles. Ces obligations constitutionnelles, il ne peut pas les réaliser dans le cadre de l'arrangement actuel. Il voudrait maintenant élargir, inclure tout le monde pour définir une nouvelle action gouvernementale qui pourra répondre aux défis du peuple congolais. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, maintenant, le sens de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est-à-dire toutes les forces du pays
tous ceux qui peuvent contribuer sont invités. C'est pour cela que je voudrais saluer les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders de la société civile qui ont répondu favorablement à cet appel du chef de l'État. Moi, y inclus. Pourquoi? Parce que nous nous plaignons tout le temps que notre pays est mal géré. Mais lorsque quelqu'un est là et qu'il vous dit « je vous tends la main, venez tous », je ne vois pas pourquoi on peut dire donc « non, nous ne voulons pas participer », sauf si on n'aime pas le Congo. Je déplore certains, 1 ou 2 leaders politiques qui s'avertuent à pouvoir donc réclamer des choses qui ne font plus du sens. On vous demande de venir autour de la table. Venez autour de la table. Ne posez pas des conditions. Venez parler avec le président. Dites-lui exactement ce que vous voulez qu'on fasse ensemble pour que le Congo puisse être géré différemment. Ne commencez pas à poser des conditions qui vont créer des blocages, qui vont faire en sorte que peut-être que le président ne voudra plus jamais vous voir. Non, mais parmi ces personnes, il y a quand même Martin Fayoulou qui se pose la question. Il dit, mais il nous reçoit sur quel titre? Le président va créer cette union sacrée-là sur base de quel texte? C'est ça le problème. Il est allé s'acoquiner, il a volé la victoire et maintenant, il veut que les autres viennent lui donner des béquilles pour se sortir d'une situation dans laquelle il s'est plongé lui-même. J'aurais souhaité que mon ami Martin Fayoulou, que je salue au passage, ait une attitude plus constructive que ça. Pourquoi? Parce que si votre frère vous tend la main et vous dit « venez, je voudrais vous parler, je voudrais parler à tout le monde, qu'on se mette ensemble, qu'on regarde dans la même direction », moi je pense qu'il faut répondre positivement à cet appel-là. Il ne faut pas compliquer les choses en demandant « il nous appelle en tant qu'équipe », mais il vous appelle en tant que président de la République. Vous intervenez en commentant sur le discours de ce monsieur-là en tant que qui? Vous le reconnaissez comme président de la République. Il vous invite autour de la table de discussion, lui en tant que président de la République, vous en tant que citoyen ordinaire comme Noël. Non, mais Avena reconnaissait qu'il va s'enterrer. Lui n'a jamais reconnu Félix comme président de la République. Mais s'il ne veut pas stratégiquement, si Fayoulou vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat sur la vérité des urnes, il l'enterre. Vous ne pouvez pas lui tenir rigueur par rapport à ça. Ou ça sera illogique pour lui-même. Mais mon ami, moi je voudrais bien qu'on soit réaliste. Le combat pour la vérité des urnes, aujourd'hui là, Félix Antoine Tshisekedi est reconnu par tous les pays du monde, par toutes les institutions du monde, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis, tous les pays du monde, tous les citoyens congolais. Alors, vous allez continuer à mener le combat pour la vérité des urnes. Cette vérité-là, vous allez la trouver où? La vérité des urnes, pour moi, je la définis comme étant celle sortie des institutions de la République, c'est-à-dire la CENI, malgré les imperfections, et confirmée par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, malgré les imperfections. Maintenant, nous avons tous échoué. Félix Tshisekedi a gagné. Il est le président de la République. Noël Tchang n'est pas le président de la République. Martin Fayoulou n'est pas le président de la République. Si vous voulez toujours vous présenter aux élections, préparez-vous pour 2023. Mais il ne faut pas continuer donc à procrastiner, à rester sur la même place en répétant les mêmes choses qui ne vont pas se réaliser. Non, mais j'ai posé la question sur base de quel texte? Vous dites que l'union sacrée, c'est mettre tout le monde et associer tout le monde pour voir. Fayoulou et les Fayoulistes posent la question sur base de quel texte? On dit que ça serait également violer la Constitution. Je vous ai opposé le texte qui dit que le gouvernement est issu d'une majorité parlementaire que Félix n'a pas jusqu'à la preuve du contraire. Vous savez, si on continue à répéter les mêmes histoires, on ne va pas avancer. La réalité aujourd'hui, c'est que ce pays a une constitution. Et cette constitution, c'est la loi fondamentale que tout le monde doit observer et respecter. Et au terme de cette constitution-là, il n'y a qu'un seul individu qui porte le titre de président de la République. Cet individu-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Maintenant, tout le monde peut protester, peut raconter tout ce qu'il veut, demander, il parle en tant que qui? Il parle en tant que président de la République. Fayoulou ne peut pas faire cet appel-là. S'il fait l'appel aujourd'hui, pour que tout le monde vienne, fasse des consultations avec lui, personne n'ira chez lui. Donc il y a un président de la République dans ce pays. Il ne faut pas se voiler la face. Donc s'il continue à poser la question, il le fait en tant que qui? Moi je le réponds, il le fait en tant que président de la République. Et ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. S'il vous plaît, mon ami Martin Fayoulou, remettez de l'eau dans votre vin. Nous voulons que le Congo puisse redémarrer, puisse recommencer à zéro, que nous puissions commencer à travailler ensemble pour développer ce pays-là au profit de tous. La population congolaise elle est clochardisée, elle est pauvre, elle n'a rien à manger. Pour que nous puissions régler ces problèmes de développement, nous n'allons pas nous tirer dans la patte continuellement. En nous tirant de la patte entre nous, leaders politiques, nous paralysons le fonctionnement du pays et nous n'allons jamais satisfaire à ces défis du peuple congolais. S'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin. Votre frère Félix Antoine Tshisekedi vous tend la main, il nous tend la main. Acceptez cette main tendue. Allez à sa rencontre. Et si vous avez des préoccupations,
Dites-lui des choses peut-être que vous ne pouvez pas dire donc publiquement. Allez quand même à sa rencontre, parlez avec lui, venez avec un mémo qui dit exactement ce que vous proposez pour que le Congo puisse reprendre à zéro et commencer à se développer correctement. Si nous le faisons de cette façon-là, moi je pense que nous allons faire des progrès. Mais si on ne peut pas donc le faire, réfléchir de cette façon, je pense que nous allons continuer à nous tirer dans la patte, à paralyser le pays. Et c'est la population congolaise qui en souffre. Noël Tiani, je propose qu'on referme ce chapitre du discours du président avec cette dernière question. Qu'est-ce que vous, Noël Tiani, vous attendez de l'issue de ces consultations? Est-ce un gouvernement où on met Iloukamba, d'ailleurs vous le dites, hein, Iloukamba dehors, tous les gens du FCC dehors? Est-ce un gouvernement d'union nationale ou plutôt une réconfiguration de la majorité présidentielle? Vous considérez que le problème c'est Kabila, c'est le FCC, et que la solution aujourd'hui c'est de mettre les autres... L'issue de ces consultations pour que ça soit une réussite pour vous, c'est laquelle? Le président de la République a dit que tout est sur la table. Donc, il n'exclut aucun cas de figure. Et moi, je voudrais juste réfléchir à haute voix avec vous. La première chose que moi, je vois sortir de ces consultations, c'est la récomposition de ce qu'on appelle la majorité parlementaire. C'est-à-dire, si on regarde tous ceux qui ont des députés au niveau de l'Assemblée nationale, on va leur poser la question. Est-ce que vous voulez rester dans l'ancienne majorité ou bien il y a une nouvelle majorité qui se dégage autour du président de la République? Voulez-vous rejoindre le président de la République? Si on fait ces calculs-là, je peux vous assurer que le président de la République va sortir avec une majorité parlementaire. Donc le FCC pourrait venir dans cette majorité-là parce qu'on les a invités aussi comme tout le monde. Mais s'ils refusent, ils veulent rester dans l'opposition. Il y aura une majorité parlementaire autour du président de la République. Et en ce moment-là, parce qu'il y a une nouvelle majorité parlementaire, il y aura un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement qui va commencer à travailler d'après une nouvelle vision de développement et une nouvelle action gouvernementale définie comme étant le programme du gouvernement. C'est ça que moi je vois comme étant la première issue de ces consultations. Mais si cela ne peut pas aboutir, le président de la République conserve toujours la prérogative de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, réorganiser les élections, renvoyer tout le monde donc dans son village. Et en ce moment-là, je peux vous assurer que 90% des gens du FCC ne seront pas réélus. Ils ne réalisent peut-être pas combien ils sont impopulaires. Dans la population dehors là, personne ne veut entendre parler d'eux. Je voudrais les inviter à la modération. Nous voulons que le pays puisse se reconstruire. Nous ne voulons exclure personne. Nous voulons que tout le monde se mette ensemble. Mais pour cela, il faut que vous vous inscriviez dans cette nouvelle dynamique. Mais si vous continuez à paralyser le tout, il arrivera un moment où les gens en auront marre. On va dissoudre l'Assemblée nationale, on va vous renvoyer tous donc chez vous, et en ce moment-là, on va réorganiser des élections et définir quoi? Vous n'allez pas revenir comme des députés nationaux. Réorganiser les élections, M. Tiani, c'est 60 jours selon la loi. Hein. Ça va nous coûter 600 millions de dollars. Hein. Ça coûte de l'argent. Vous êtes économiste, vous savez que vous pensez que Félix peut réunir 600 millions de dollars en 2 mois. Rien n'est sûr. Hein. C'est pour cela que j'ai privilégié la première option que j'ai présentée de la récomposition de la majorité présidentielle. Elle est moins coûteuse. On ne va pas dépenser 500 millions de dollars qu'on peut utiliser pour construire les écoles, les hôpitaux, pour aller réorganiser donc des élections avec les défis que tout cela donc présente, et puis avec les retards que cela donc peut enregistrer. N'oubliez pas que nous sommes un pays continent. Donc, je demande à tout le monde, les leaders politiques, ceux donc du FCC, ceux d'autres regroupements politiques, les anciens candidats à la présidence de la République, les confessions religieuses, la société civile, s'il vous plaît, mobilisons-nous pour que nous puissions prendre avantage de ces consultations et mettre un nouvel ordre politique qui pourra permettre à notre pays de se développer. Là, on a parlé en général. Vous-même, personnellement, vous avez des attentes. Vous candidatez pourquoi? On sait que vous chérissez tellement le gouvernorat de la Banque centrale. Vous voulez quoi au terme de cette réconfiguration? Que vous soyez ministre des Finances, que vous soyez Premier ministre ou gouverneur de la Banque centrale? Vous savez, j'ai l'avantage que beaucoup de personnes, et c'est ça qui justifie les attaques que vous avez vues, les gens qui veulent descendre en dessous de la ceinture pour aller mettre sur la table des choses qui n'existent pas. J'ai l'avantage d'être qualifié pour faire beaucoup de choses dans ce pays. J'étais candidat à la présidence de la République, je continue à penser que je serai l'un des meilleurs présidents de la République que ce pays n'ait jamais connu. Je n'ai pas été élu, mais je suis aussi qualifié pour être Premier ministre. N'oubliez pas que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai actualisé pour intégrer les défis soulevés par Covid-19. Avant, j'ai parlé d'un plan de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après actualisation, nous sommes à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans. Si nous le faisons, le Congo sera un pays émergent. Pour arriver à mettre en œuvre cette vision de développement, je me sentirai très compétent et très capable
d'être Premier ministre de ce pays. Si on me demande, j'accepterai de le faire. Et je pense que c'est le poste qui viendrait tout naturellement. Mais en dessous de ça, si on me demande de faire autre chose, gouverneur de la Banque centrale, j'accepterai. Ministre des Finances, j'accepterai. Si on me demande d'être balayeur devant le palais de la nation pour que le palais de la nation soit toujours propre, je le ferai. Mais si on me confie aussi le nettoyage, vous voyez la rivière Gombe, où il y a beaucoup de moustiques et consorts, pour participer à l'opération Kinbopeto, je le ferai. Donc je suis disposé pour travailler pour la République à quelque niveau que ce soit, tant que cela contribue à aider notre pays. Avec un amour particulier, selon vos détracteurs, pour la Banque centrale. Il semble que c'est là que vous voulez absolument et à tout prix être. Mais peut-être parce que ces gens-là réalisent que je suis tellement qualifié. Je vais vous dire tout petit peu pourquoi les gens pensent que je pourrais être un bon gouverneur de la Banque centrale. Vous savez, je suis sorti d'ici comme un petit garçon pour aller étudier à l'étranger. Pendant que d'autres personnes allaient dans des boîtes de nuit, moi j'allais à l'école. J'ai obtenu une maîtrise en sciences économiques à l'Université de Liège en Belgique. Je suis allé vite en France faire un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Vite, je suis parti à Paris où j'ai rencontré Martin Fayoulou à l'Institut supérieur de gestion, le 3e cycle en finance internationale. Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait MBA en banque et finance dans le Wall Street. Ce MBA-là prépare quelqu'un à être non seulement banquier, mais surtout à être un bon gouverneur de banque centrale. Parce que ma concentration, ma spécialisation, c'est les banques, les finances et les marchés financiers. Mais au-delà de cela, je suis revenu à Paris. J'ai fait un doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine, avec thèse de doctorat qui a porté sur indépendance des banques centrales, obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Je suis spécialiste de la Banque centrale du Congo. C'est ça que beaucoup de personnes savent. Je suis spécialiste et il n'y en a pas plusieurs comme ça dans notre pays. Je suis peut-être la seule personne avec cette spécialisation-là. Et après ces études, je suis allé à Harvard, aux États-Unis, faire des études postdoctorales. J'ai travaillé comme banquier commercial dans le Wall Street à New York pendant 10 ans, dans la plus grande banque du monde, JP Morgan Chase. Mais en plus de cela, je suis venu à la Banque mondiale pendant 30 ans, spécialiste donc financier principal, couvrant des questions de restructuration des banques centrales, de restructuration des monnaies, de restructuration des secteurs financiers dans 85 pays à travers le monde. Monsieur, je voudrais vous dire une chose en toute modestie. Je suis plus que qualifié pour être gouverneur de la Banque centrale. Et si je suis gouverneur de la Banque centrale, notre monnaie, le franc congolais, ne sera jamais ce que nous avons connu jusqu'à présent. On aura une monnaie qui sera aussi bonne que le dollar et l'euro, et la Banque centrale du Congo deviendra aussi crédible que la Bundesbank allemande, que la Banque centrale européenne ou bien que la Fed américaine. Je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe. Nous devons travailler. Quelle prétention? Ça, c'est pas les complexes, mais c'est. Non, mais c'est une prétention, c'est une ambition, c'est une ambition réelle. Vous êtes très prétentieux. Vous savez, monsieur, j'ai étudié dans les mêmes écoles qui ont formé des gens qui gèrent ces banques centrales-là. Et j'étais parfois premier de la classe devant ces gens-là. Donc, si j'ai pu être avec eux et qu'ils ont des banques centrales qui sont donc ce que nous connaissons aujourd'hui, je peux faire de la banque centrale de mon pays aussi bonne que les leurs. Donc, je peux faire de la monnaie congolaise une monnaie aussi bonne que le dollar, l'euro ou n'importe quelle monnaie dans le monde. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, mon Dieu, j'ai pris tous les jours qu'on donne des fonctions à Noël Tiani. Il parle trop, tout le monde a épé dans notre comme ça. Ben, on prie qu'on vous donne finalement des fonctions et puis on va voir ce que vous allez faire. Je suis préparé jusqu'aux dents et j'assumerai les fonctions à la minute que je débarque donc à la Banque centrale. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Noël Tiani, on va parler autre chose à présent. Le président a tenu son discours au lendemain pratiquement d'une autre cérémonie controversée où 3 juges nommés par lui au mois de juillet dernier ont prêté serment dans un palais du peuple plein, mais aussi désert par rapport à ses occupants. Il n'y avait pas des députés FCC, pas des sénateurs FCC, pas de président de l'Assemblée nationale, du Sénat. Avant de parler de ça, puisqu'on parle de la Banque centrale, j'ai quand même remarqué que dans la salle, monsieur le gouverneur de la Banque centrale était absent. Lui aussi, apparemment, il a répondu à l'appel du FCC. Vous êtes spécialiste. Ça vous a choqué que de voir Deogracias Mutombo absent de cette cérémonie ayant répondu certainement à l'appel du FCC, ou vous vous êtes dit, mais ça peut arriver, c'est un homme, il est libre de participer à une cérémonie ou pas? Non, j'ai trouvé que c'est très bizarre que ce gouverneur de la Banque centrale-là ne comprenne pas le rôle d'une banque centrale et comment il doit se comporter par rapport aux activités politiques. Quand vous êtes gouverneur d'une banque centrale,
vous sortez du cadre de votre famille politique, si vous avez appartenu à une famille politique, et vous devenez technocrate la Banque centrale doit être au milieu du village. Vous ne devez pas répondre aux appels du FCC. Vous êtes invité par le président de la République à venir à la prestation des serments des juges membres de la Cour constitutionnelle. Vous devez répondre présent. Le fait simplement qu'il ne soit pas venu, ça montre bien qu'il ne comprend pas la notion de l'indépendance de la banque. Il confond la Banque centrale avec les activités des partis politiques, avec les activités donc du militantisme. Et ça a amené la banque à répondre favorablement à tout ce que le FCC lui demande. Il inclut les décaissements d'argent qui ne sont pas justifiés. Et ça, je trouve que c'est abominable. Moi, je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité-là pour faire un appel. Moi, je pense que le président de la République devrait revoquer tous ceux qui relèvent du pouvoir de nomination du président de la République, qui ont été invités, mais qui ne sont pas venus. Je ne parle pas des députés, des sénateurs, parce qu'eux, ils ont des mandats électifs. Mais vous êtes un PDG d'une entreprise. Vous êtes un gouverneur de banque centrale. On vous a invité dans ce cadre-là pour venir à la prestation des serments des juges membres de la Cour constitutionnelle. Et vous refusez de venir. Pourquoi? Parce que votre parti politique vous a demandé de ne pas venir. Vous devez être revoqué. Il aura besoin d'un contre-chef du Premier ministre qui ne lui donnera pas. Hein. Vous savez qu'il a signé une ordonnance révoquant les juges Kilombo et Ouboulou. C'est bloqué à la primature. Le Premier ministre ne contre-signe toujours pas jusqu'à présent. Hein. Mais vous savez quoi? Ces juges-là ne font plus partie de la Cour constitutionnelle. Ils ont été remplacés et valablement remplacés. Moi, j'ai eu aussi le privilège parce que, vous savez, à part donc m'intéresser aux activités politiques, je fais quand même des choses de façon scientifique. Avant de prendre position sur cette histoire donc de membres de la Cour constitutionnelle, je suis allé rencontrer les gens du Conseil d'État. Et j'ai trouvé des juristes là-bas, des très hautes factures. Et je leur ai demandé, mais est-ce que les ordonnances du président de la République nommant les 3 membres de la Cour constitutionnelle sont régulières ou pas? Ils m'ont fait une analyse qui m'a surpris et je leur ai demandé, mais pourquoi vous vous taisez d'ailleurs? Vous devez sortir, parler publiquement. Ils sont tenus par le droit de réserve, le devoir de réserve. Mais ils m'ont fait comprendre que ces ordonnances-là sont très régulières et que les amis du Front commun pour le Congo, je ne sais pas qu'est-ce qui les a piqués. Ils essayent donc de pleurnicher. Pourquoi? Parce que eux, ils pensaient pouvoir garder la même mise sur la Cour constitutionnelle pour qu'en 2023, lorsque Joseph Kabila va dire qu'il est candidat à la présidence de la République, cette Cour constitutionnelle acquise à la cause de Kabila puisse déclarer que sa candidature est recevable. Mais maintenant qu'il a perdu le contrôle de la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle va dire en 2023 Kabila n'est pas éligible. C'est pour cela que les gens du FCC sont en train donc de pleurnicher. Donc moi, je voudrais donc dire à nos juristes, ils ont tenté à plusieurs reprises, ils ont écrit des livres intitulés La révision constitutionnelle ou l'inaliénation de la nation. Ils ont tenté par tous les moyens. Kabila est parti. Il ne va plus jamais revenir. Il ne va plus mettre ses pieds au palais de la nation en tant que président de la République. Il n'est plus éligible pour être candidat à la présidence. Il est parti, il est terminé. Regardez dans votre famille politique, le FCC, vous avez des gens qui ont étudié, qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience. Mettez ces gens devant nous comme des candidats. Moi, personnellement, je pourrais les confronter dans des débats publics. J'ai toujours demandé ce débat-là. Débat d'idées entre la force du changement que moi je préside et le Front commun pour le Congo. Vous avez un problème avec Kabila, non? Pourquoi cette haine contre Kabila? Je n'ai pas de haine contre lui. Je vous ai dit la dernière fois, soyez quand même reconnaissants. Kabila nous a donné l'alternance. Vous suivez ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec Alpha Condé, 82 ans, il modifie la Constitution. Suivez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À presque 80 ans, Ouattara a modifié la Constitution. Kabila, 47 ans, il accepte de faire une alternance, de donner le pouvoir à Félix. On doit quand même lui reconnaître quelque chose. Mais quand vous parlez de Kabila, on sent que pour vous, c'est rien. Il n'a jamais fait quelque chose de bon. Non, vous savez pourquoi vous voyez les choses comme ça? C'est parce que vous ne connaissez pas la valeur d'une constitution. Nous avons une constitution. Notre constitution, elle est claire. Elle dit le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. La Guinée en avait aussi. La Côte d'Ivoire en avait aussi. Il ne faut pas utiliser les mauvais exemples pour que nous puissions émuler les cas d'un Congolais. Moi, je voudrais utiliser des bons exemples. Je vous invite à aller voir, par exemple, les îles du Cap-Vert, le Sénégal. Donc, ces pays-là, les choses se passent automatiquement. À la fin du mandat d'un président de la République, il part. Il laisse donc les autres. Kabila ne nous fait pas une faveur. Le fait qu'il soit parti, ce n'est pas une faveur qu'il nous a fait. Il y a eu qu'il nous a fait. Donc, le fait qu'il soit parti, c'était simplement qu'il puisse répondre à ces exigences constitutionnelles qui lui donnaient un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et d'ailleurs, il a triché en restant pendant plus donc de plus de 2 ans sans avoir donc le mandat légitime. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Quand on a été dans ces fonctions-là,
avec la pension alimentaire qu'on a donnée à Kabila, 670 000 $ par mois. 670, c'est-à-dire 8 millions de dollars qu'on paye à Joseph Kabila sous forme de pensions par an. Mais à comparer par exemple au président américain qui touche 450 000 $ par an, moi je trouve qu'il devrait se taire. Il ne devrait même pas venir tenter de revenir au pouvoir parce que s'il continue à emmerder le peuple congolais, vous savez ce qui va arriver? Nous allons supprimer les avantages qu'on lui donne en tant qu'ancien chef de l'État et on va demander qu'il puisse justifier tous les biens, toutes les richesses qu'il a accumulées pendant 18 ans qu'il a géré donc la RDC. Et je pense qu'il aura beaucoup de difficultés à pouvoir justifier tout ça. Il a géré 18 ans, il nous a quand même laissé la 10e force militaire en Afrique. Là, vous ne voulez pas que j'en parle. Il nous a quand même laissé un cadre macroéconomique stable. Il nous a laissé 1,2 milliard. Je vous avais opposé ça la dernière fois. Des réserves, d'échanges à la Banque centrale. Il y a quand même des choses qu'on peut saluer avec Kabila, M. Tiani. Je voudrais, et d'ailleurs, vous voyez toutes ces choses-là, vous ne parlez pas au nom du Front commun pour le Congo. Je pose des questions tout simplement. Je vous souhaiterais que vous puissiez demander aux gens du Front commun pour le Congo à venir dans un débat télévisé avec moi sur ces questions-là. Et je vais démontrer par A plus B que ce qu'ils prétendent avoir laissé là, c'est pas ça. Je voudrais juste répondre rapidement. La 8e grande armée sur le plan africain, mais 8e grande armée sur le plan africain qui est incapable de battre n'importe quel pays voisin. Nous avons des petits pays voisins là qui se jouent avec nous, qui entrent, tous ces pays-là, leurs armées entrent sur le territoire congolais comme s'ils allaient donc dans leur propre jardin. Et nous sommes incapables de battre ces armées-là et nous disons que nous avons la 8e grande armée du pays. On se trompe. L'armée n'est pas aussi forte comme on le pense. Je ne veux pas parler donc dans ces détails donc militaires-là. Mais deux, en ce qui concerne donc la stabilité du cadre macroéconomique, c'est une stabilité fictive. Ils nous ont parlé de stabilité du cadre macroéconomique pendant très longtemps. Je me demande même ces premiers ministres qui étaient des économistes, qui étaient supposés comprendre comment on apprécie la stabilité du cadre macroéconomique. Je suis surpris qu'ils n'aient pas été à la hauteur pour comprendre que ce qu'ils disaient n'était pas tenable. Je vous donne un exemple. Le franc congolais a été lancé le 13 juin 1998. Aujourd'hui, là, le franc congolais s'échange à 2020 francs congolais pour $1, alors qu'en 1998, quand on l'avait lancé, on l'échangeait à $1 égal à 1,3 francs congolais. Faites le taux de dépréciation monétaire. Sur une période donc de 22 ans, la monnaie congolaise a perdu de la valeur 150 000%. Vous parlez de la stabilité du cadre macroéconomique? Tous les Congolais ont été appauvris à cause de la mauvaise gestion de la monnaie, à cause de l'instabilité du cadre macroéconomique. Et ils ne présentent pas ces choses-là comme ça. Ils prennent la stabilité du cadre macroéconomique pendant 6 mois. On fait donc des gymnastiques pour montrer que la monnaie est stable. Et après ça, on commence à faire la planche à billets. Il n'y a pas eu de stabilité de cadre macroéconomique pendant toute cette période-là. Maintenant, au-delà de ça, les réserves d'échange. Encore une fois de plus, voilà une banque centrale qui ne sait pas comment on gère les réserves d'échange. Nos réserves d'échange aujourd'hui, vous savez à combien ça s'élève? 695 millions de francs congolais. Kabila avait laissé à 1,2 milliard. Je vais vous dire, il avait laissé près de 1,2 milliard de dollars. Mais c'était une gymnastique financière. Et je vais vous dire que ces réserves-là étaient fictives. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez épargné de l'argent, donc c'est ça que ça veut dire des réserves, si vous avez des arriérés de salaire. Toutes les entreprises publiques, il y a des arriérés de salaire donc de plus d'1 an. Il y a même des entreprises où les employés n'ont pas été payés pendant plus donc de 5 ans, de 6 ans. La MIBA, et ainsi de suite. Là. Vous ne pouvez pas dire que vous avez épargné de l'argent, vous avez des réserves d'échange, si le secteur privé congolais, il y a la dette intérieure qu'on doit à ce secteur privé. On ne paye pas la dette. On accumule donc les arriérés des salaires. Donc, vous dites d'un côté que vous avez des réserves, vous avez des épargnes, mais vous ne payez pas donc les dettes. Donc, ce sont des gymnastiques financières. Et 3, lorsqu'on compare la capacité de mobilisation des ressources de la République démocratique du Congo, nous avons, rien que pour vous donner une idée, vous comparez par exemple avec le Nigeria. Le Nigeria a comme ressource le pétrole. Ils ont 55 milliards de réserves d'échange aujourd'hui là. 55 milliards de dollars. Et nous avons 695 millions de dollars. C'est-à-dire, nos réserves d'échange représentent le 1/60e des réserves d'échange du Nigeria. Mais nous devons avoir honte de dire qu'il nous a laissé donc des réserves d'échange. Prenez maintenant les 695 millions de dollars, divisés par la population congolaise. Nous sommes combien? 100 millions de Congolais? 695 millions divisés par 100 millions de Congolais. Donc nous avons à peu près $7 par personne.
Avec 7 dollars, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même pas acheter le petit déjeuner le matin. Donc nos réserves d'échange ne correspondent à rien. En plus de cela, on utilise les normes internationales. Les normes internationales, pour apprécier le niveau des réserves d'échange, il faut que le niveau de réserve couvre au moins 3 à 6 mois d'importation. Nous, nos réserves d'échange sont aussi faibles que nous n'avons même pas 2 semaines d'importation. Mais nous devons avoir honte. Quand on dit que Kabila nous a laissé des réserves d'échange, ce n'est pas vrai. Et en plus de cela, regardons maintenant la richesse de Kabila. Vous laissez un peu d'argent pour le pays, mais lui, où est-ce qu'il a trouvé tout l'argent qu'il a dû accumuler? Ce n'est pas moi qui l'accuse. Il y a eu des rapports menés par Bloomberg, par Le Monde, par RFI, qui ont trouvé que Kabila a à lui-même, à lui seul, près de 70 compagnies, à peu près 120 concessions minières en République démocratique du Congo. Tout ça, quand on met ensemble, estimé dans des milliards de dollars. Donc, lui, l'individu, est plus riche que notre pays. Et vous me dites qu'il a fait grand-chose pour nous. Moi, je voudrais demander une chose. Il va falloir, à un moment donné, qu'on lui demande des comptes. Qu'il nous dise, quand il est arrivé de la Tanzanie, il avait combien d'argent dans sa... Non, il avait combien d'argent? Et aujourd'hui, il a combien d'argent? Et où est-ce qu'il a trouvé tout ça? Il doit justifier tout ça. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne doit pas chercher donc à endormir les Congolais en disant qu'il a laissé 1,2 milliard de réserves d'échange. Ben, pourtant, c'est ce qu'il a fait quand même. Hein? Et puis bon, que les autres ont dilapidé avec le programme des 100 jours. Le procès, d'ailleurs, le démontre suffisamment. Noël Tiani, on me signale alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais qu'on reste un peu dans le domaine de l'économie. Vous avez suivi certainement l'actualité, la situation à la BIAC, une banque où beaucoup de Congolais avaient épargné. Après, il y a eu un problème, BIAC a fermé. Après, finalement, on nous dit qu'on est en train de liquider. Vous accusez qui d'être à la base de cette situation désastreuse où des milliers de Congolais ont quand même perdu de l'argent dans cette banque-là? La perte de la BIAC laisse un trou dans le secteur financier et va coûter très cher à notre pays. Et je voudrais, au-delà de la responsabilité de gestionnaire de la BIAC jusqu'en 2016, quand elle a été trouvée en difficulté, je voudrais blâmer sérieusement le Premier ministre Matata en tant que Premier ministre à l'époque, mais également le gouverneur de la Banque centrale du Congo, d'être responsable de la situation de la BIAC aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Déjà, à l'époque, le BIAC était en train de mettre en œuvre un plan de restructuration et il y avait des difficultés qui étaient identifiées comme étant la situation d'illiquidité de la banque parce qu'elle n'avait pas suffisamment de cash pour faire face aux demandes de retrait des dépôts de la part de la clientèle. Et en ce moment-là aussi, il y avait des problèmes de ce qu'on appelle donc la sous-capitalisation de la banque. Le capital de la banque, les fonds propres n'étaient pas haut suffisamment pour satisfaire au dispositif présidentiel exigé par les autorités monétaires. Maintenant, lorsque la Banque centrale et la BIAC à l'époque avait un portefeuille de crédit, c'est-à-dire qu'elle avait fait des crédits à des entreprises publiques, à des hommes politiques, à des hommes qui avaient des entreprises, mais des hommes politiques qui ne remboursaient pas leur crédit à la banque, qui avaient rendu la banque dans l'impossibilité de faire face à ses obligations. Pour tenir compte de cette situation-là, la Banque centrale avait mis en place ce qu'on appelle une ligne de refinancement, c'est-à-dire une ligne de crédit en faveur de la banque, pour qu'à tout moment, quand ils ont besoin de liquidité, ils pouvaient tirer sur ça et répondre aux besoins de la clientèle. Brutalement, en 2016, le Premier ministre Matata force la Banque centrale à supprimer cette ligne de crédit. C'est ça qui a provoqué la chute de la BIAC immédiatement. Donc c'est une question de politique. C'est une question de politique économique et de politique monétaire. Maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? C'est que en coupant cette ligne de crédit, la Banque centrale a pris d'assaut la banque, la BIAC, en mettant en place ce qu'on appelle une administration provisoire. Une administration provisoire, ça veut dire qu'on prend les employés de la Banque centrale, on les envoie à la BIAC pour qu'ils puissent gérer maintenant la banque. Ils sont devenus des gestionnaires. On a désarmé le conseil d'administration de la BIAC, on a désarmé les anciens gestionnaires, on a révoqué les anciens gestionnaires et la Banque centrale a pris d'assaut la BIAC maintenant, elle a commencé à la gérer. 4 ans plus tard, on nous dit aujourd'hui qu'on la liquide. On la liquide sous quelle gestion? Sous la gestion provisoire de la Banque centrale. C'est-à-dire c'est la Banque centrale qui a échoué dans sa mission de restructurer la banque et de trouver de nouveaux repreneurs. Moi, je blâme aujourd'hui la Banque centrale et je blâme le gouvernement
À l'époque, le gouvernement, donc le Premier ministre Matata. Maintenant, la question principale est celle-ci. Quand vous mettez la banque en liquidation, c'est-à-dire que vous allez vendre tout l'actif de la banque et utiliser cet argent-là maintenant pour rembourser le passif, c'est-à-dire les déposants et aussi les actionnaires ou les prêteurs, les créanciers à long terme. Je ne crois pas qu'ils auront suffisamment d'argent pour faire face à ça, parce qu'il y a un trou de près de 80 millions de dollars qu'on a trouvé dans la banque à cause de la mauvaise gestion de la BIAC par la Banque centrale. Je ne veux pas qu'un citoyen congolais perde ses dépôts parce qu'il y a eu mauvaise gestion de la BIAC par la Banque centrale. Il faut que le gouverneur de la Banque centrale, qui s'est prononcé de façon très légère en disant « tout le monde va être repayé », nous voulons savoir comment et quand. Et j'en profite aussi pour faire un appel solennel. Notre pays a connu pendant les 30 dernières années environ 15 banques qui sont tombées toutes en faillite et qui étaient toutes sous l'administration provisoire de la Banque centrale. Et je demande que nous puissions tirer les leçons de cette expérience-là en créant ce que j'appelle une institution d'assurance de dépôt bancaire pour que dans l'avenir, si on a un compte bancaire et que la banque tombe en faillite, que le déposant puisse aller chez l'institution d'assurance de dépôt bancaire et se faire rembourser. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, qui donne l'assurance jusqu'à 100 000 $ par compte. Moi, je propose qu'on puisse mettre en place un système d'assurance ici pour garantir les remboursements par compte bancaire jusqu'à concurrence donc de 25 000 $ parce que nous avons un petit système bancaire. Nous ne pouvons pas continuer à voir nos familles perdre tous leurs dépôts à cause donc de la mauvaise gestion du pays par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Noël Tiani, merci beaucoup d'être venu nous voir. On a fini complètement l'émission. J'aurais bien voulu qu'on s'étende, mais bon, la télévision c'est le temps. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau, monsieur Noël Tiani. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup de me recevoir ici. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.